Donc, bienvenue pour cette troisième partie de la journée. Toujours les ateliers de microscopie 2024 proposés par le Centre d'innovation biomédicale. Et dans cette partie, nous allons voir quelques conseils pratiques pour l'acquisition en microscopie. Donc, l'équipe derrière tout ça, c'est moi-même, Aurélie Cléré-Buot. Donc, moi, je suis la responsable de la plateforme d'imagerie cellulaire au Centre de recherche du CHUM à Montréal. Euh, il y a aussi donc Emmanuel Bajon et André Lévesque qui sont aussi au CIB, mais surtout l'instigateur de ces cours, c'est surtout Nicolas Stifani qui a mis en place. Nous, on est juste en support pour l'aider dans les cours. Donc, si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez contacter le CIB à tout moment. Donc, je vais vous fournir maintenant quelques conseils qui vont vous permettre de faire de bonnes acquisitions au niveau du microscope. En partie, ça va principalement être sur la préparation d'échantillons, le choix du microscope associé euh, et d'autres choses à prendre en considération. Donc, c'est sûr que ce qui va être super important avant que vous alliez sur le microscope, c'est à quelles questions biologiques vous voulez répondre. Euh, si vous n'avez pas de questions biologiques, vous n'avez pas vraiment d'intérêt d'aller sur un microscope. Puis surtout, vous allez devoir avoir comme des hypothèses sur quelles pourraient être les réponses possibles sur ce que vous vous attendez à aller visualiser avec votre échantillon biologique. Euh, Puis surtout, là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment vous allez pouvoir y parvenir à répondre à ces questions et obtenir les bonnes réponses. Sachez que vos hypothèses peuvent être erronées. Et parfois, il faut aussi accepter que la microscopie ne va pas forcément aller dans le sens de vos hypothèses biologiques, mais justement, c'est un bon moyen d'aller vérifier vos hypothèses. Généralement, la microscopie ne devrait pas être votre seul moyen de répondre à votre question biologique. Vous devriez avoir d'autres techniques qui vous permettent de répondre ou de complémenter la microscopie. Donc, c'est sûr que il va falloir que vous arriviez à définir votre expérience de façon précise, de façon à répondre à votre question biologique qui, elle aussi, devrait être précise. Ça ne suffit pas de juste dire, oh, je veux voir la taille par exemple, de tel objet là. C'est généralement pas vraiment suffisant. Il va vraiment falloir que vous ayez une question biologique assez définie. Donc, le meilleur moyen pour aller définir votre expérience, ça va être de connaître votre échantillon et ce que vous voulez voir dans votre échantillon. Donc, par exemple, la taille qui va déterminer en fait tout simplement la résolution que vous allez avoir besoin dans votre échantillon, mais aussi donc le FOV, c'est pour le Field of View. Donc, c'est vraiment le champ que vous allez avoir besoin de visualiser. Par exemple, est-ce que vous avez besoin de voir une seule cellule ou un seul compartiment intracellulaire, ou bien est-ce que vous avez besoin de voir plusieurs cellules pour que statistiquement, vous puissiez répondre à votre question biologique? Ça va être une des premières choses à définir. Quelle technique vous allez vouloir utiliser? Est-ce que la lumière transmise, la lumière blanche est suffisante, ou bien est-ce que vous êtes forcé de vous en aller vers la fluorescence? N'oubliez pas que la lumière transmise, le gros avantage, c'est que pour tout échantillon vivant, la lumière transmise est beaucoup plus saine pour l'échantillon, mais aussi elle est beaucoup plus facile à mettre en place. Puis ça vous demande un microscope de base. Là, vous n'avez pas besoin d'un microscope avec des lasers, une lampe, une source lumineuse, des filtres, une caméra monochrome ou autre. Donc, dites-vous bien que la lumière transmise, si elle suffit à répondre à votre question biologique, c'est probablement la solution la plus efficace et la plus simple. Par contre, c'est sûr que si vous avez besoin de voir plusieurs protéines simultanément, que vous voulez voir du vivant, est-ce que c'est du vivant, du fixé? Donc, c'est sûr que la fluorescence peut être d'intérêt pour ça. Si vous partez en fluorescence, c'est sûr que vous allez devoir considérer quel fluorophore vous allez utiliser pour aller observer vos molécules d'intérêt.
La vitesse de résolution aussi va faire partie des considérations à prendre en compte. C'est sûr que si vous travaillez sur du fixé, probablement que la vitesse est moins importante. Toutefois, si vous avez beaucoup daa d'acquisitions à demaat faire, ben, dites-vous ndox bien mi que daa dem. passer une journée complète sur un microscope, c'est quand même fastidieux et éprouvant. Donc, c'est sûr que vous pouvez quand même optimiser la vitesse d'acquisition. Si vous faites du vivant, bah, c'est sûr que la résolution temporelle va être critique de façon à bien visualiser votre phénomène physiologique dans le temps. Bien entendu, dès que vous rentrez dans des phénomènes d'imagerie en fluorescence, même en lumière transmise, vous devez considérer au moins la phototoxicité puis le photoblanchiment pour vos fluorophores. Donc, c'est ça. Au final, c'est aussi qu'est-ce que vous voulez observer et qu'est-ce que vous voulez quantifier. Nicolas disait comme que plus tard, là, on irait parler dans d'autres ateliers de la quantification en microscopie. Euh, Beaucoup de gens parlent de quantification sans parler du tout de la même chose. Vous avez quantifié un nombre de cellules dans un tissu versus quantifier l'expression d'une protéine ou l'expression d'une molécule dans une cellule. Puis c'est deux façons très différentes d'aller quantifier vos images. C'est sûr que il va falloir, une fois que vous avez toute votre question biologique, ben, il va falloir que vous sachiez quel va être le bon microscope pour aller faire vos images. Personnellement, j'ai souvent tendance à proposer d'aller tester plusieurs microscopes. C'est très rare qu'un seul microscope soit dédié vraiment à votre question biologique. La plupart du temps, il peut y avoir comme plusieurs microscopes qui pourraient répondre à votre question, mais chacun va avoir ses avantages et ses inconvénients. Comme on a pu le voir jusqu'à maintenant, on vous a présenté vraiment différentes techniques, puis à chaque fois, on vous montrait, ben, voilà les avantages de cette technique, puis voilà les inconvénients. On va commencer tout simplement par est-ce que vous avez besoin d'un microscope droit ou inversé, tout simplement. Si vous faites du fixé, probablement qu'un microscope droit est tout à fait dédié à ce que vous voulez faire. Dès que vous rentrez dans du vivant, la plupart du temps, ça va être un système inversé, hors technique très spécialisée comme le light sheet ou autre. Euh, Par exemple, si vous faites de l'intravital, donc microscopie in vivo, la plupart du temps, on va être sur un microscope droit avec des objectifs dédiés qui peuvent être immergés dans du milieu ou autre. Toutefois, sachez que en microscopie inversée, c'est possible aussi du moment que vous avez une fenêtre. En fait, vous arrivez à- on va dire, sur des petits animaux, comme à sortir l'organe interne, en fait, l'exposer à l'extérieur de façon à pouvoir le visualiser. La vitesse, bien sûr, va rentrer en prise de considération comme on discutait tout à l'heure. Euh, Est-ce que vous avez besoin de faire du vivant ou est-ce que vous allez rester en fixé? Quel type de résolution vous allez avoir besoin? La résolution, généralement, va beaucoup déterminer est-ce que vous allez rester sur un wide field ou est-ce que vous avez besoin d'aller sur un système confocal ou super res. Ça, c'est sûr que c'est ce qui va probablement pas mal déterminer ce que vous avez besoin en termes de microscope. Puis, bien sûr, la méthode et la technique que vous allez vouloir utiliser. Ce qu'il va falloir retenir, c'est que le microscope parfait, globalement, n'existe pas. Puis, j'aime beaucoup ces schémas-là qui sont un petit peu la pyramide du consensus. C'est-à-dire que, dépendamment de l'importance de, de ce que vous allez vouloir, comment dire, focuser au niveau Xam de nga votre foofu fi question nga toog biologique. baax na. Est-ce que ça va être plutôt la vitesse? Est-ce Naka. que ça va être plutôt le vivant ou la résolution? Bah, en gros, ça va se faire au détriment d'autres capacités. Donc, par exemple, si vous avez besoin d'une forte résolution, bah, c'est sûr que vous allez vous diriger plutôt vers des microscopes confocaux, super résolution, mais ça va être au détriment principalement de la vitesse d'acquisition. Aussi du photoblanchiment de votre échantillon, de la santé, on va dire, de votre échantillon. Si, à l'inverse, vous voulez aller vers des acquisitions ultra rapides, par exemple du calcium imaging,
de l'imagerie calcique, qui sont des réponses extrêmement rapides en termes sur des échantillons vivants. Bah, dans ce cas-là, vous allez probablement sacrifier la résolution de votre échantillon, puis privilégier la vitesse d'acquisition. Donc, c'est ça. En microscopie, on est souvent obligé de faire des choix et qui vont être au détriment de certaines capacités. Donc, pour vous rappeler, voici toutes les différentes techniques en microscopie qu'on a vues jusqu'à maintenant. Donc, la microscopie plein champ en lumière blanche ou en lumière à fluorescence, la microscopie confocale à balayage ou à disque rotatif, les microscopies super résolution, toutes différentes qu'elles soient, la microscopie multiphoton, le light kit avec aussi le lattice light kit, puis des microscopies très spécialisées comme la microscopie par expansion. On a peu parlé de la photomanipulation, mais ça fait aussi partie des techniques spécialisées. Donc, comment choisir le bon instrument? Ben, ça va être un compromis qui va être dicté par les besoins de l'expérience. Donc, si par exemple, vous avez le choix entre un microscope SIM, comme Nicolas vous a fait la démonstration tout à l'heure, versus un microscope multiphoton, ben, c'est sûr que chacun des deux microscopes va présenter des capacités un petit peu différentes. Donc, par exemple, si vous voulez aller en termes de profondeur d'échantillon, ben, c'est sûr que le microscope donc, qui est, de photons, multiphotons, qui est ici le tracé en rouge, va être plutôt privilégié comparativement au microscope SIM. Par contre, à l'inverse, si vous avez besoin d'une haute résolution, ben, probablement que le microscope SIM sera un petit peu plus dédié. Si vous voulez de la compatibilité avec le vivant, vous voyez que le deux photons est beaucoup plus fort comparé au SIM. Ça, c'est vraiment lié au fait que pour le SIM, au niveau du vivant, vous allez faire beaucoup d'images avant d'avoir accès à votre image finale. Et ça induit beaucoup de phototoxicité auprès de votre échantillon. Par contre, c'est sûr qu'au niveau de facilité d'emploi, le SIM, lui, va être beaucoup plus facile. Vous avez vu tout à l'heure hein, Nicolas faire des acquisitions, puis c'était quand même assez rapide. Là, il avait juste en gros à focuser sur son échantillon, lancer l'acquisition. Oui, l'acquisition est un petit peu longue, mais il n'y a pas vraiment de réglage spécifique à faire. Sur un deux photons, vous allez devoir possiblement tuner votre laser de photons jusqu'à trouver la bonne longueur d'onde dédiée à votre fluorophore. Selon l'environnement dans lequel le fluorophore est, ça se peut que ce ne soit pas exactement celle qui est préconisée en théorie. Donc, ça vous demande un petit peu plus de pratique au niveau du deux photons. Donc, pour vous aider à choisir, c'est sûr qu'il va falloir vous renseigner sur les différentes ressources auxquelles vous avez accès. Donc, ici, à l'Université de Montréal, Nicolas a mis en ligne, en fait, une page wiki microscopie de la faculté de médecine, à la fois en français et en anglais. Donc là, ça vous donne un petit peu des instructions pour ceux qui sont à l'Université de Montréal pour pouvoir vous loguer sur cette page. Vous aurez accès en fait au lien par la suite lorsque vous aurez accès à la présentation. Mais c'est vraiment facile, puis ça va vous donner accès aux différents systèmes accessibles et aux configurations surtout qu'il y a sur ces systèmes avec les différents filtres, les différents lasers, les différents objectifs. Donc vous allez pouvoir beaucoup plus facilement planifier vos expériences en fonction des microscopes qui sont accessibles. C'est sûr que pour toutes les autres personnes qui ne sont pas à l'Université de Montréal et à la faculté de médecine, ben, ça prend les ressources en fait de là où vous êtes. Donc, par exemple, moi, je vais être la référence à contacter pour les gens du centre de recherche du CHUM à Montréal. Mais dites-vous bien que bah, c'est sûr que si vous avez une personne contact dans la faculté où vous êtes ou dans l'institut où vous êtes, bah, c'est le meilleur moyen de pouvoir accéder aux capacités du microscope de chaque microscope. Puis n'oubliez pas que vous pouvez contacter les experts. Donc, vous avez cette adresse courriel, mais je pense qu'il y a aussi l'adresse courriel du microscopie CIB U Montréal. Donc, n'hésitez pas à contacter que ce soit Emmanuel, André ou Nicolas si vous avez des questions plus spécifiques pour l'Université de Montréal. Ce qu'on vous préconise avant de vous lancer dans votre expérience que vous voulez publier dans Nature, ben, en gros, ça va être dans un premier temps de prévoir une expérience pilote. Puis l'expérience pilote, ça va pas être l'expérience avec vos 15 fluorophores
ou bien votre time-lapse super avec toutes vos conditions d'imaging. Vous arrivez au microscope, vous avez 15 conditions. Puis finalement, c'est pas adapté, c'est un peu dommage. Donc nous, ce qu'on vous préconise, c'est vraiment d'aller dans un premier temps faire une expérience pilote avec un échantillon facile, avec un marquage facile et avec un échantillon résistant. Si par exemple, vous savez que votre échantillon est très sensible à la fluorescence, mais que dans un premier temps, vous voulez juste savoir si vos fluorophores sont adaptés, ben, n'allez pas marquer votre échantillon ultra sensible. Allez d'abord marquer des cellules en culture classique sur lesquelles vous allez faire votre marquage. Puis vous allez pouvoir tester déjà si vos fluorophores, votre combinaison, admettons, de fluorophores est adaptée ou pas. Donc c'est ça. Comme je vous disais, ben, choisir un bon microscope, mais n'hésitez pas à en tester plusieurs. Si vous avez accès à plusieurs microscopes, ça peut vraiment être intéressant de voir lequel va être le plus adapté. Puis moi, parfois, pour mes utilisateurs, j'ai moi-même un doute. C'est, est-ce que ça va plutôt être le spinning disk ou est-ce que ça va plutôt être le confocal? Parce que oui, ils veulent de la résolution, mais ils veulent aussi un peu de rapidité. On n'est pas sûr. Pas de problème, on va faire le test sur l'un et avec le même échantillon, je vais faire le test sur l'autre. Puis après ça, ils regardent les images et puis ils vont aller regarder au final lequel est le plus adapté. Donc c'est sûr qu'il va falloir voir la compatibilité à la fois pour vos fluorophores utilisés. Est-ce que vous allez avoir la bonne source lumineuse avec le bon spectre et la bonne puissance? Est-ce que vous allez avoir les bons filtres pour vos fluorophores? Est-ce que les objectifs vont être adaptés pour votre échantillon? Est-ce que vous avez besoin est-ce que si vous avez besoin de voir une population cellulaire au sein d'un tissu, c'est sûr que vous n'avez pas besoin d'aller dans des grossissements très forts. Par contre, si votre question implique d'aller voir des mitochondries puis des structures très très précises dans vos cellules, bah, c'est sûr que dans ce cas-là, vous allez avoir besoin d'objectifs beaucoup plus poussés en termes de grossissement. C'est ça. Avez-vous les filtres et les miroirs dichroïques adaptés pour vos fluorophores et votre échantillon? Et enfin, est-ce que les détecteurs vont être adaptés à ce que vous voulez regarder? S'il vous plaît, prévoyez toujours dans votre expérience pilote des contrôles positifs et négatifs. C'est super important parce que si vous venez juste avec votre échantillon, mais qu'au final, vous ne savez pas trop, vous avez marqué, mais là, vous n'êtes pas sûr, est-ce que le marquage a marché ou pas? Est-ce que la protéine est exprimée ou pas? Ben, ça ne va pas beaucoup aider sur le choix du microscope que vous allez devoir utiliser à la fin. Donc, c'est vraiment bon d'avoir un échantillon où vous êtes sûr que l'échantillon exprime la protéine et donc, normalement, vous devriez avoir le marquage associé. Si vous n'avez pas de marquage, ben, si votre échantillon positif, vous ne voyez rien, possiblement, c'est un problème d'anticorps ou autre. Puis c'est bien d'avoir aussi un échantillon négatif, tout simplement pour valider que ce que vous observez est bien lié à votre marquage spécifique et pas seulement à l'autofluorescence de votre échantillon, par exemple. N'oubliez pas que quand vous faites une expérience pilote, ça ne va pas juste être «Ah, super, mon marquage a fonctionné, c'est bon, je peux me lancer dans mon échantillon, dans toutes mes manips et puis et tout ça». N'oubliez pas qu'une expérience de microscopie, c'est pas seulement l'acquisition, c'est aussi l'analyse des données. Puis ça, les gens parfois ont tendance à, à ne pas voir en fait le côté analyse de données. Euh, Moi, j'estime que quand vous faites un 2 heures d'acquisition sur un microscope confocal, c'est à peu près un 4 heures d'analyse. Vous doublez probablement le temps d'analyse. Alors, c'est sûr que maintenant, avec des systèmes d'IA ou autres, on arrive un petit peu à aller sur des processus un petit peu plus rapides en termes d'analyse de données. Mais quand vous commencez une expérience, puis que vous allez commencer votre analyse, dans tous les cas, ça va être très, très long. Donc, ne négligez pas ce côté-là de votre expérience. Ayez une méthode de travail unique. Ayez une méthode de travail reproductible. Allez pas, à un moment donné, utiliser une certaine concentration. Bah déjà, vous devriez tester vos concentrations d'anticorps. Ça, il y a peu de gens qui le font aussi, mais vous êtes censé titrer vos anticorps avant de faire votre expérience finale. Euh, et donc, après ça, bah, c'est sûr que si à un moment donné, ah bah là, j'ai perméabilisé, là, j'ai pas perméabilisé, bah, vous allez modifier juste votre expérience. Donc, il faut vraiment que vous ayez une expérience très, très reproductible.
Donc là, on va passer un petit peu plus donc, dans les détails de comment vérifier que tout est correct dans votre mise en place d'expérience. C'est sûr que dans un premier temps, vous allez devoir sélectionner si vous faites du multifluorophore, vous allez devoir, ou même du monofluorophore, si vous utilisez un seul fluorophore, vous devez vérifier que le fluorophore que vous utilisez est vraiment adapté à votre expérience. Donc, vous devez vraiment vous intéresser aux valeurs numériques du fluorophore, comme le spectre d'absorption, avec le pic d'absorption de votre fluorophore et le spectre d'émission. Donc, par exemple, si là, on s'intéresse à la protéine télétomato, ben, c'est sûr qu'on va voir, OK, le pic d'excitation de la protéine télétomato, c'est 554 nanomètres. Alors, attention, euh, c'est pas parce que le pic d'excitation est à 554 que, oh mon Dieu, j'ai pas de laser 554, ça va pas fonctionner. Non, non, non. Rappelez-vous que vous avez tout un spectre d'excitation et donc c'est juste qu'il va falloir trouver un système d'excitation, soit avec une source lumineuse associée à un filtre, soit avec un laser qui va permettre d'être proche de cette longueur d'onde-là. Ensuite, vous avez la longueur d'onde d'émission. Donc, ça, c'est vraiment la fluorescence que vous allez collecter. Là, ce que vous devez vous assurer, c'est que vous allez avoir les bons filtres de détection associés à cette longueur d'onde d'émission et que le détecteur est aussi adapté. Mais surtout, ce qui va être important à regarder aussi, c'est le quantum yield et le brightness de votre molécule. Donc ça, c'est des valeurs en fait qui sont intéressantes pour savoir en gros la brillance et la capacité de fluorescence de votre fluorophore. Donc, un quantum yield de 0,7, comme on a ici pour le TD Tomato, c'est quand même assez bon. En comparaison, il me semble que on a des Alexa qui peuvent atteindre comme du 0,8, 0,86 à peu près, qui sont vraiment des très bons fluorophores aussi. Puis la brillance ici de 95 est vraiment super forte. Donc le TD Tomato est vraiment une molécule qui brille énormément. Par exemple, le DAPI aussi est une molécule très très brillante. Puis ça, c'est vraiment aussi facile à savoir parce que la plupart du temps, la molécule de DAPI, on l'excite avec des lasers à 405 qui ne sont pas du tout des lasers dédiés pour le DAPI. Les lasers 405 vont seulement exciter à peu près 9%, ont une capacité d'excitation de 9% du DAPI et pourtant ça brille énormément. Donc je ne sais pas si Nicolas, tu peux nous trouver des caractéristiques d'autres molécules en même temps qui ont des bonnes brillances ou à l'inverse, qu'est-ce qu'on peut appeler comme une mauvaise brillance? Je dirais qu'inférieur à 50, là, ça devient vraiment pas terrible. De la même façon, le quantum yield, si vous descendez au-dessous de 0,3, là, ça devient un petit peu difficile hein, à avoir une bonne molécule fluorescente. Les ressources qu'on vous a données ici, c'est sûr que c'est via la plateforme FPBase, qui est vraiment une bonne plateforme pour les différentes protéines fluorescentes. Moi, j'utilise beaucoup aussi le Spectra Viewer d'Invitrogen. Par contre, vous avez peut-être moins accès En fait, le Spectra Viewer va vraiment bien vous donner les différents spectres en excitation, émission, puis là, vous pouvez coupler avec les lasers ou autres, que vous pouvez faire aussi avec le FP-Base. Vous pouvez aussi accéder aux brillances et autres valeurs, là, mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Par exemple, pour la GFP, le quantum yield est de 0,6. Ok, GFP, ouais, quantum de 0,6, donc un petit peu moindre par rapport à la TD Tomato. Et la brillance, c'est 33. Ouais, bon, la brillance est 33. Donc, vous voyez que le TD Tomato est beaucoup plus brillant que la GFP, par exemple. Donc, c'est intéressant à connaître quand même ces valeurs-là. En tout cas, ça vous permet à quoi vous attendre quand vous allez aller en détection. Donc, ce qui est important aussi, c'est effectivement d'aller vérifier que votre source lumineuse va être performante pour aller exciter votre fluorophore. Donc là, par exemple, on a en gris, ici en arrière, vous avez le spectre d'émission d'une lampe Excite 120Q, qui est une lampe métal halide très fréquemment utilisée sur des microscopes Whitefield, par exemple. Et on voit en fait que cette lampe a vraiment des pics à certaines longueurs d'onde, puis à d'autres, elle va être un petit peu moins performante.
Puis en association, ici, on a la molécule de GFP avec en cyan son spectre d'excitation et en vert son spectre d'émission. Puis donc, si vous regardez, ben, vous voyez que en termes d'excitation, c'est sûr que la Excite 120 va pas être à sa meilleure performance. Toutefois, vous voyez qu'elle est quand même capable, elle est vraiment loin de zéro là, et elle va quand même être capable d'aller exciter votre molécule GFP, mais c'est sûr que ça ne va pas être la meilleure source lumineuse pour le faire. Euh, donc c'est ça. Vous pouvez aussi utiliser toujours le FI-Base pour aller voir. L'autre chose qui va être importante, puis que souvent on néglige un petit peu, c'est le choix des objectifs. Euh, Chaque objectif a vraiment sa particularité, puis c'est assez important de comprendre toutes les inscriptions que vous pouvez avoir sur un objectif. La première inscription, généralement, qui va être marquée en haut, alors vous en avez plusieurs. Ici, c'est plan apo, alors ça peut être apochromate, fluor, néofluor, en tout cas. C'est des noms un petit peu barbares. N'hésitez pas à aller dans Google, là, puis ça va vous donner exactement à quoi ça correspond. En gros, ça correspond aux corrections optiques internes à cet objectif. Entre autres, les aberrations sphériques et les aberrations chromatiques. N'oubliez pas que dans un objectif, vous avez des lentilles rondes et tout ça, qui vont être concaves, convexes, bref, de façon à obtenir le grossissement voulu. Et tout ça, bah, ça va aboutir à des aberrations sphériques et chromatiques, dépendamment de la longueur d'onde que vous allez utiliser. Et si, selon le nom de l'objectif, bah, ça détermine si l'objectif est corrigé pour une, deux ou trois longueurs d'onde les plus couramment utilisées. Bien sûr, après, vous allez avoir le grossissement, 10x, 20x, 40, 63, ainsi de suite. Mais surtout, une des valeurs les plus importantes, je trouve, au niveau de l'objectif, c'est son ouverture numérique. N'oubliez pas que l'ouverture numérique, comme on l'a vu depuis le début, là, on vous le dit et redit et rabâche, mais c'est comme ça que ça permet que vous preniez conscience de l'importance de ce chiffre-là, de l'ouverture numérique. C'est ça qui détermine la résolution maximale que vous pouvez obtenir avec cet objectif. Euh, Hors utilisation de techniques spécifiques qui permettent d'améliorer la résolution, mais en wide field confocal, c'est vraiment ce chiffre-là qui va permettre, en association avec la longueur d'onde que vous utilisez, qui va permettre de déterminer votre résolution finale. Ensuite, vous allez avoir des spécifications liées à l'objectif, comme par exemple, est-ce que ici c'est un objectif dédié au DIC? Généralement, vous pouvez aussi avoir l'inscription pH pour phase avec un numéro. Donc, ça voudrait dire que l'objectif est dédié à faire une méthode de contraste de phase. Ensuite, vous avez le logo Infinity avec un slash et un autre numéro. Ça peut être un numéro ou un range, donc entre deux chiffres. Puis ça, en gros, c'est l'épaisseur de cover slip pour lequel l'objectif est corrigé. Donc, toujours important aussi de matcher l'épaisseur de votre cover slip, de votre couvre-objet, pardon, que vous utilisez en français, avec les objectifs que vous allez utiliser. Personnellement, je recommande toujours à mes utilisateurs d'utiliser des lamelles numéro 1.5 ou d'épaisseur 0,17 mm, donc 170 microns. La majorité des objectifs sont corrigés pour des épaisseurs de lamelles de 0,17 mm ou numéro 1.5. Donc, c'est très, très important de matcher votre lamelle avec... puis plus vous allez vers des forts grossissements, plus vous avez intérêt à avoir une lamelle de cette épaisseur-là. Très important. Et enfin, vous avez la plupart du temps notifié la distance de travail de votre objectif. Chaque compagnie va avoir sa propre nomenclature. Donc, parfois, les noms ou les numéros ne sont pas positionnés au même endroit. Donc, sur Zeiss, vous avez le nom, ben voilà, par exemple, un autre nom, Acromat. Mais vous avez toujours le grossissement, l'ouverture numérique, le système d'immersion
le système de correction par rapport au cover slip. Puis vous voyez qu'ici, il n'y a comme pas de numéro, mais c'est tout simplement parce que vous avez une collerette d'ajustement qui va vous permettre justement de modifier les optiques à l'intérieur de l'objectif de façon à corriger selon l'épaisseur de lamelle que vous utilisez. Donc là, c'est des systèmes très intéressants. Vous l'avez aussi ici, qui permet effectivement d'aller corriger en fonction de la collerette. Parfois, ici, c'est pas, on n'a pas d'objectif de ce type-là, mais moi, j'ai un objectif, par exemple, qui va être multi-immersion. Donc, par exemple, ici, plutôt que marquer oil, vous allez avoir la spécificité IM, IMM. Et en fait, ça va être, vous allez avoir une deuxième collerette qui va être dans le rouge. Et à ce moment-là, la collerette d'ajustement que vous allez avoir, c'est pas en fonction de la cover slip, ça va être en fonction de l'immersion que vous allez utiliser. Vous voyez que chaque objectif va toujours avoir au minimum une collerette de couleur. Puis la première collerette de couleur que vous voyez, c'est lié au grossissement que vous utilisez, puis c'est universel à travers toutes les compagnies. Donc généralement, quand vous regardez une collerette puis qu'elle va être jaune, la plupart du temps, ça va être du 10. Si elle est verte, non, si elle est verte, la plupart du temps, c'est du 20X, mais ça peut être du 36 aussi qui revient un petit peu à la mode, j'ai envie de dire. Après ça, vous avez les collerettes bleues ou bleu foncé qui vont être du 40 ou 63X. Euh, et les collerettes blanches qui vont être plutôt dans le 100i. Peut être associée à cette première collerette une deuxième collerette qu'on peut voir en fait ici ou ici aussi, euh, détermine l'immersion de l'objectif. Donc, si vous n'avez pas affaire à un objectif d'immersion parfait, vous allez avoir qu'une seule collerette de couleur. Si vous avez affaire à un objectif avec immersion, vous allez avoir une deuxième collerette. Si elle est noire, c'est que c'est un objectif à immersion à huile. Si elle est blanche, c'est que c'est un objectif à immersion à eau. Si elle est jaune, c'est un objectif à immersion à glycérine. Et si elle est rouge, c'est un objectif à multi-immersion. Pourquoi, d'après vous, est-ce qu'on a designé des objectifs à multi-immersion? Je vais vous donner la réponse, car on a beaucoup de gens en chat, puis ce serait un petit peu long. Ben, ça va dépendre des conditions dans lesquelles vont être votre échantillon, va être votre échantillon. Si vous avez affaire à un échantillon fixé, donc dans du milieu de montage, l'indice de réfraction du milieu de montage va être plutôt proche de l'huile ou de la glycérine. Donc vous êtes mieux à aller utiliser un objectif à immersion à huile ou à glycérine. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que vous voulez essayer de matcher le plus possible les indices de réfraction entre les différents milieux que la lumière va traverser pour éviter la diffraction de la lumière. Rappelez-vous les petites billes que j'avais dans mon bocal, puis qui étaient gonflées d'eau, puis j'avais des objets à l'intérieur, on ne les voyait pas. Quand je remplissais mon bocal d'eau, l'indice de réfraction était identique entre les billes et l'eau, ce qui fait qu'on arrivait à voir les objets à l'intérieur. Ben, ça va être le même principe selon l'échantillon que vous allez utiliser. Et donc, vous pouvez aussi avoir des objectifs à eau qui vont être plutôt dédiés aux échantillons, aux échantillons vivants, en fait, dans du milieu. Par contre, ça va avoir quelques contraintes. Je pense qu'on a abordé, en fait, quand vous imaginez du vivant et que vous êtes en immersion à eau, la plupart du temps, vous êtes à 37 degrés, puis ben, c'est pas évident de maintenir une micro-goutte d'eau à 37 degrés, elle va très vite s'évaporer. Donc, en fait, il existe des systèmes d'immersion un petit peu plus visqueux, mais avec l'indice de réfraction de. Bref, qu'est-ce qui se passe si jamais vous n'utilisez pas le bon objectif avec soit la bonne cover slip, soit le bon système d'immersion? Ici, en fait, c'est pour vous démontrer l'importance de régler la bague de correction quand vous avez la possibilité de la corriger en fonction de l'épaisseur de la lamelle que vous utilisez. Si vous utilisez admettons, c'est une épaisseur de lamelle numéro 1.5, 0,17 mm, et vous avez bien la bague de correction de votre objectif positionnée sur 0,17. Vous allez obtenir une très belle image, même en white field, là, c'est possible d'obtenir de très très belles images. Si votre bague de correction est mal positionnée, ben en fait, vous allez obtenir des images beaucoup plus floues. Donc, c'est vraiment important d'aller corriger ces systèmes-là correctement pour vous assurer d'avoir une bonne image in fine.
Chaque objectif va aussi avoir une performance de ce qu'on appelle la transmittance. Donc, c'est sa capacité à transférer la lumière vers votre échantillon ou à collecter la lumière émise par votre échantillon. Ici, par exemple, vous avez deux objectifs. Un qui est un 150 x avec une ouverture numérique de 0,9, mais qui est plutôt corrigé pour les longueurs d'onde dans le visible. Donc, en fait, si vous regardez, il a plutôt une bonne transmittance entre 400 et 700. Même que à partir de 650, là, ça commence déjà à descendre un petit peu. Puis à droite, vous avez un autre objectif qui, lui, euh, est un 16x avec une ouverture numérique seulement de 0,6, multi-immersion d'ailleurs, comme vous pouvez le voir ici. Mais par contre, qui est corrigé pour le visible et le IR, donc l'infrarouge. Et là, vous voyez que cet objectif-là est capable de transmettre euh, à peu près toutes les longueurs d'onde, depuis 400 nanomètres, mais jusqu'à des longueurs d'onde très élevées dans l'infrarouge. Donc, si vous allez utiliser un microscope de photons, bah, dites-vous bien que cet objectif-là ne va pas vraiment être bien dédié à faire votre imagerie de photons, tout simplement parce qu'il ne va pas vraiment bien transmettre la lumière vers votre échantillon, ni collecter. Collecter, ce serait correct parce que l'émission va être dans le visible, mais c'est surtout transmettre la lumière de photons vers votre échantillon. Tandis que celui-ci ici va être beaucoup plus dédié. Donc la transmittance, dites-vous bien, c'est le deuxième critère le plus important à regarder dans la sélection de l'objectif après l'ouverture numérique qui, elle, va déterminer la résolution de votre objectif. Donc vérifiez la transmittance aux longueurs d'onde des fluorophores utilisés, absorption et émission, c'est tout de même important. Je vous rappelle, énième fois, que vous êtes lié, pour que l'ouverture numérique est importante, c'est parce que ça va déterminer la résolution maximale que vous allez pouvoir obtenir avec votre objectif. En lumière transmise, il y a deux ouvertures numériques qui vont rentrer en compte. Ça va être l'ouverture numérique de votre objectif, mais aussi celle du condenseur, du condensateur. Ça, je vais en reparler juste après. N'oubliez pas, c'est quand vous faites le color alignment que vous allez faire ce réglage-là. Tandis qu'en fluorescence, en gros, vous allez être principalement lié à l'ouverture numérique de votre objectif seul. Pour obtenir finalement une meilleure résolution en fluorescence, le mieux, c'est vraiment d'aller choisir une longueur d'onde plutôt courte, plutôt proche des UV. Par contre, ça va impliquer que vous allez faire beaucoup plus de photos d'amage dans votre échantillon, mais surtout d'aller utiliser un objectif avec une ouverture numérique élevée. Quelques ressources pour en apprendre un petit peu plus au niveau des objectifs. Là, je n'ai pas les liens, mais en gros, toutes ces ressources sont vraiment bonnes. Ça peut vous expliquer aussi la structure interne d'un objectif, donc ça peut être très, très intéressant d'aller regarder ces ressources-là, puis comparer, par exemple, si vous hésitez, vous voulez acheter un nouvel objectif dédié à votre expérience, renseignez-vous d'abord sur les différents types d'objectifs et n'hésitez pas à contacter les compagnies. Là, elles vont être les meilleures pour vous renseigner sur quels sont les meilleurs objectifs adaptés. Ça peut être super intéressant de demander à la compagnie de tester les objectifs. C'est déjà arrivé sur ma plateforme. On a fait des tests pour savoir quel objectif était le plus dédié vraiment pour des expériences très, très particulières. S'il y a des questions au niveau des objectifs, n'hésitez pas, dites-le nous là. Vous pouvez même ouvrir votre micro si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Maintenant, on va passer plus au niveau de la compatibilité des filtres. Donc, vous avez vérifié que, OK, vous sélectionnez tel fluorophore, vous êtes sûr que les objectifs que vous allez utiliser sur le microscope que vous pensez utiliser sont adaptés pour les fluorophores que vous voulez utiliser. Mais maintenant, ce qui va être vraiment important, c'est de savoir si le microscope a des filtres adaptés pour les protéines que vous voulez regarder. Et par exemple, on prend ici, c'est probablement de la molécule GFP, mais avec un filtre. Donc, vous voyez qu'en excitation, là, le tracé bleu, le filtre est plutôt bon. Par contre, vous voyez qu'en émission, on loupe un petit peu le pic en émission. On est un petit peu sur le côté. Mais bon, dites-vous bien que vous iriez quand même récupérer quasiment 80-90% de capacité
de votre fluorophore. Donc, c'est quand même, vous irez quand même voir votre fluorophore, hein. Surtout s'il est très brillant. Là, c'est sûr qu'après ça, il faut adapter. C'est là où ça devient intéressant d'adapter le fluorophore en fonction de la capacité des filtres que vous allez utiliser. Aussi, une autre chose en plus, donc objectif, filtre à vérifier, ça va être les détecteurs. Et ici, vous avez un cas vraiment particulier. En fait, on est sur un spectre d'émission de la cyanine 7. Donc, c'est vraiment dans le rouge profond. Vous voyez que la cyanine 7 émet vraiment proche des 750 nanomètres, entre 750 et 800 nanomètres. C'est des molécules qui sont rarement utilisées, en tout cas chez moi, là, en microscopie, parce que justement, on n'a pas vraiment les filtres ni les détecteurs capables d'aller détecter ce type de fluorophore. Puis là, vous allez sur un microscope. En tout cas, vous avez le choix entre deux microscopes. Un qui est équipé d'une caméra Cool Snap HQ2, puis un autre qui est équipé d'une Evolve 512. Ben, clairement, comme vous pouvez le voir ici, le tracé en science, c'est le tracé de capacité, la quantum efficiency de votre détecteur en fonction de la longueur d'onde. Ben, vous voyez que la coupe snap, dans les longueurs d'onde un petit peu rouge et rouge éloigné, là, elle est vraiment pas performante. Tandis que la Evolve, elle, garde une courbe en fait de détection, de transmission d'émission qui est vraiment bonne dans les hautes longueurs d'onde. Donc, c'est vraiment aussi important de regarder cet aspect-là. Euh, Parfois, les gens vont avec du size 7, là, puis là, ils arrivent, puis oh, je vois rien. Alors, c'est dans ce cas-là, je vous conseille de prendre un marqueur qui est fortement exprimé par votre échantillon euh, avec cette molécule-là, associé à cette molécule-là. Puis deux, c'est vraiment essayer d'optimiser effectivement la source lumineuse et le détecteur pour optimiser vos chances d'aller visualiser cet échantillon. Toujours la même ressource conseillée, là, c'est vraiment une bonne ressource pour faire tous ces tests-là. Si vous avez accès aux différents types de caméras, aux différents types de filtres, le FP-Base va vraiment pouvoir vous aider à choisir le bon système. Parfait. Vous vous êtes assuré d'avoir le bon fluorophore, que vous avez le bon microscope avec les bons objectifs, les bons filtres et les bonnes caméras ou les bons détecteurs. Super. Vous êtes prêt à aller vous installer au microscope. Donc, comme on vous le disait, toujours prendre un échantillon test quand vous allez faire votre mise en place. Vous allez devoir ajuster tout d'abord le microscope, puis après ça, paramétrer au niveau du logiciel pour vous assurer de faire les bonnes acquisitions. Ce qui va être conseillé au fil du temps, une fois que vous aurez fait ces deux choses-là, on va y revenir là juste après. Euh, Ce qu'on vous conseille, en fait, c'est de sauvegarder vos protocoles d'expérience au niveau du microscope. Euh, alors, il y a deux façons de procéder. Vous pouvez effectivement sauvegarder l'expérience, donc c'est-à-dire vraiment comment le microscope c'était à ce moment-là. Puis vous allez toujours recharger cette expérience-là. Moi, le problème, c'est que j'ai beaucoup d'utilisateurs sur ma plateforme, puis là, je me retrouvais avec des listes d'expériences, de protocoles infinis. Les étudiants partaient, ne venaient pas effacer ou alors les nommer de façon à ce que c'était impossible de savoir à quoi ça correspondait. Donc moi, maintenant, la plupart du temps, ce que je recommande, la plupart des logiciels vous permettent de réappliquer des paramètres à partir d'une image que vous avez déjà acquise précédemment. Puis ça, pour moi, c'est le meilleur moyen d'être reproductible. Donc, c'est-à-dire que vous ouvrez une image, vous savez que vous avez eu les bons paramètres d'acquisition. Puis là, vous faites juste un apply de cette image et vous allez avoir tout le logiciel, en fait, va reparamétrer le microscope comme il était à ce moment-là pour la prise d'image de cette image. Attention, il y a certains paramètres qui ne vont pas être mis automatiquement, comme entre autres l'objectif qui a été utilisé, parfois le zoom, parfois si vous avez fait une rotation au niveau de votre image, au niveau des microscopes confocaux. Donc vraiment valider quels sont les paramètres d'image qui sont réinjectés, puis prenez-vous en note ceux qui ne le sont pas, de façon à ce que vous puissiez les remettre en place. Pour l'imagerie fond clair, ça va être super important à chaque fois que vous venez au microscope
de vous mettre en illumination color. Donc, on a déjà fait une démonstration lors du premier atelier, mais là, je vais vous rappeler un peu c'est quoi les différentes étapes de l'illumination color. Donc, dans un premier temps, ça va être d'utiliser un objectif de faible grossissement, de vous mettre au niveau du condensateur sur aucun filtre en place, donc pas de filtre de phase, pas de filtre de DIC, rien. Donc, c'est généralement la position A. Ensuite, ça va être d'enlever l'analyseur et tous les déviateurs au niveau de la caméra, donc ce qui pourrait être positionné entre votre échantillon et la caméra. Ajuster les oculaires à votre vue. Ouvrir tous les diaphragmes de champ et d'ouverture au niveau du condensateur. Ensuite, faire la mise au point au niveau de votre échantillon. Fermer le diaphragme de champ du condensateur au complet. Ajuster la hauteur du condensateur afin de visualiser le diaphragme de champ de façon à ce qu'il soit dans le même plan focal que votre échantillon. Donc ça, rappelez-vous, c'est le petit diaphragme qu'on voyait qui devenait net en fait au milieu du champ visuel. Puis une fois qu'il est net, vous allez devoir d'abord le centrer, si jamais il n'a pas été centré, avec les deux petites vis sur le côté du condensateur qui vont vous permettre de centrer ce diaphragme-là. Après ça, vous allez aller l'ouvrir jusqu'à ne plus le visualiser, mais pas plus. Donc ça, c'est pour le réglage du diaphragme de champ. Ensuite, vous allez devoir enlever un oculaire et regarder loin à l'intérieur de l'oculaire de façon à régler votre diaphragme d'ouverture. Ça, c'est ce que vous avez en fait ici. Si vous regardez au fond de l'oculaire, vous devriez voir, alors ici ou ici, mais en gros, vous devriez fermer votre champ, votre diaphragme d'ouverture jusqu'à ce qu'il couvre un quart à peu près du champ total d'illumination euh, dans votre oculaire. Puis une fois que vous avez fait ces deux réglages, vous êtes en illumination de couleur et vous allez avoir de meilleurs contrastes, une meilleure illumination au niveau de votre échantillon. Puis ça va être super important aussi de le faire avant d'aller faire du contraste de phase ou du DIC ou de la polarisation ou de l'imagerie en chanson. Euh, Ensuite, bah, c'est sûr que vous allez devoir faire la mise au point au niveau de votre échantillon. Alors, ça a l'air un petit peu comme basique, mais la plupart du temps, quand moi je forme mes utilisateurs, c'est ce qui s'avère être quasiment le plus compliqué, bizarrement. En fait, vous devez vous assurer de plusieurs choses. Tout d'abord, assurez-vous que la lamelle est bien dirigée vers l'objectif. Ensuite, que vous utilisez un objectif avec une grande distance de travail. Ça, la plupart du temps, ça implique d'utiliser un objectif à faible grossissement. Dans un premier temps, éloignez-vous le plus possible de l'échantillon avant d'avancer vers l'échantillon pour vous assurer de ne pas être au-delà du point de focus de votre échantillon. Sinon, vous allez vous risquer de faire pression sur la lamelle, puis d'aller briser votre échantillon, puis aussi d'endommager la lentille. Si vous devez ensuite aller vers un objectif à plus fort grossissement, allez-y par la suite. Commencez toujours avec un objectif à faible grossissement. Aussi, si vous faites vos réglages de mise au point directement avec le mode live, en fait, sous votre microscope confocal, vous pouvez aussi ouvrir le pinhole au maximum de façon à visualiser le plus de lumière, en fait, de capter le plus de lumière provenant de votre échantillon. La mise au point sera beaucoup plus facile. Bien sûr, ce qui peut aussi beaucoup vous aider pour aller d'un échantillon à l'autre, c'est de calibrer votre microscope en Z. En gros, c'est vous faites la mise au point et vous enregistrez cette position comme étant la position focale de votre microscope. Donc, il y a plusieurs façons de le faire selon les compagnies. Vous pouvez regarder comme le manuel de votre microscope. Ensuite, c'est sûr que vous allez faire vos réglages d'acquisition, donc à intensité laser et détection. C'est toujours conseillé de faire ces réglages dans une région qui n'est pas trop d'intérêt pour vous. Tout simplement parce que le temps de faire ces réglages, bah, vous allez endommager votre échantillon. Donc, n'illuminez que l'échantillon pour l'acquisition.
vraiment la partie d'intérêt que vous allez vouloir imager, là, essayez de la garder vraiment pour l'acquisition. Commencez toujours, toujours par régler vos longueurs d'onde élevées, parce que ce sont les moins énergétiques et donc les moins photodamageables pour votre échantillon. Puis ensuite, diminuer. Les gens, généralement, commencent toujours par le DAPI. C'est une mauvaise idée, tout simplement parce que c'est là où vous photo-bleachez le plus votre échantillon. Euh, alors, affichez toujours les images en niveau de gris. Dites-vous bien que l'œil humain est toujours plus apte à aller capter les contrastes en niveau de gris plutôt qu'en couleur. Surtout si vous mettez du bleu foncé ou du rouge profond, l'œil humain a un petit peu de mal à voir les contrastes à ce niveau-là. Faites attention à ne pas saturer votre détecteur. Je vais vous montrer pourquoi juste la diapo d'après. Ne sauvegarder que les images utiles. Le nombre d'images comme absolument inutiles qui peuvent être sauvegardées va alourdir à la fois vos dossiers de sauvegarde, puis à la fois aussi vous, le tri que vous allez devoir faire par la suite. Ne sauvegardez que les images que vous êtes sûr que vous allez analyser par la suite. Sauvegardez toujours, toujours, toujours vos données en format propriétaire. C'est le seul format qui va conserver toutes les métadonnées de vos images. Si vous devez faire une conversion en TIFF par la suite, faites-le par la suite. Sauvegardez toujours le format propriétaire en priorité. Donc, .CZDI, .zvi, .lif, les Nikon, je ne sais plus ce que c'est le format, mais en tout cas, vraiment les formats propriétaires parce que c'est elles qui contiennent toutes les métadonnées. Et maintenant, de plus en plus, les reviewers peuvent demander d'accéder à vos formats propriétaires pour vérifier vos données. La saturation. C'est quoi la saturation? Finalement, c'est que votre détecteur va recevoir trop de photons comparé à sa capacité maximale de détection. C'est quoi la capacité maximale d'un détecteur? N'oubliez pas, c'est les 2 à la puissance n, n étant le bit depth, donc la profondeur de contraste que vous pouvez avoir sur votre détecteur. Par exemple, si vous êtes en 8 bits, ben, ça va être 2 à la puissance n, soit 256 niveaux de gris, 255 étant la valeur maximale puisque le 0 est une valeur. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez saturer votre échantillon? Ben, c'est qu'en fait, vous induisez une perte de données. Vous allez avoir une incapacité à quantifier les pixels associés à la saturation. Donc, si vous avez un bon exemple avec des billes, vous voyez que les billes, on a tracé une ligne au milieu des 2 billes inférieures. Puis là, vous avez le spectre en fonction de la ligne ici et en fonction de l'intensité de chacun des pixels. Donc, vous voyez qu'on arrive bien à dissocier les 2 billes ici. Ici, on a augmenté un petit peu la capacité, c'est même mieux. On a un meilleur contraste entre nos 2 billes, donc on est plus prompt à séparer les 2 billes. Par contre, si je commence à les saturer, ben, vous voyez qu'ici, OK, c'est bon, je peux toujours séparer mes 2 billes. Par contre, je suis plus capable, ici, je suis capable de dire que ma bille qui est ici est plus intense que ma bille qui est ici. Simplement parce que je vois un différentiel d'intensité. Ben, ici, je suis plus du tout capable de le dire parce que tout simplement, j'ai atteint la capacité maximale de mes détecteurs. Puis, bah, au fur et à mesure que vous allez augmenter, bah, le problème, c'est que vous allez finir par ne plus être capable tout simplement de dissocier les 2 billes. Donc, dites-vous bien que vous grossissez artificiellement les objets lorsque vous rentrez en saturation, puis ce n'est pas du tout une bonne idée. Vous avez la capacité, quand vous utilisez des caméras comme détecteur, d'aller faire ce qu'on appelle du binning. Le binning, ça va être une propriété. Au lieu d'aller faire l'acquisition de 4 pixels séparés, c'est vous allez coupler la capacité de chacun des pixels pour imager un seul pixel. Donc, c'est sûr que vous allez artificiellement diminuer la résolution de votre image. Mais si, par exemple, l'intérêt dans cette image, c'était de compter le nombre de noyaux, ça c'est probablement un noyau à part entière, ou je ne sais pas, mais on va dire, ben, vous voyez que même en binning 4, je suis encore capable de différencier mon objet ici par rapport au background. Par contre, c'est sûr que si je dois aller compter les petits ponctats à l'intérieur, là, ou en tout cas les objets qui sont à l'intérieur, ben, en binning 2, c'est encore possible, en 4, je ne suis plus capable, en 8, c'est fini. Par contre, euh, donc en fait, là, on vous représente en fait le nombre de pixels qu'il y aurait dans les petites fenêtres. Donc, vous voyez que plus vous binez, ben, moins vous avez de pixels forcément qui est associé. Par contre, donc on diminue la résolution, mais vous allez
énormément augmenter la sensibilité de chacun des pixels. Simplement parce que vous allez coupler la capacité des différents pixels. Et en gros, c'est vous sommez, ouais, ça, vous couplez la capacité d'intégration de chacun des pixels. Donc ça, c'est très intéressant si la résolution n'est pas quelque chose de critique pour vous, mais que la sensibilité est vraiment importante. Donc, par exemple, en calcium, en imagerie calcique, on va essayer d'aller biner nos caméras pour avoir le plus de sensibilité possible si on est avec un bon objectif et qu'on veut juste regarder nos cellules qui s'allument et qui s'éteignent. Ça permet aussi généralement d'augmenter la vitesse d'acquisition. Dites-vous bien aussi que ça diminue énormément, bien sûr, la taille de vos fichiers, étant donné qu'au final, votre image est composée de moins de pixels. Donc finalement, ce qui va être important dans votre acquisition aussi, c'est d'aller contrôler le photoblanchiment et la phototoxicité que vous induisez lors de votre imagerie. Donc là, par exemple, vous avez des images saines ici. On voit, elles sont belles, elles sont en bright field, elles ont une belle forme. Comparativement à une cellule ici où on voit clairement de la phototoxicité. La cellule va se rabougrir, elle forme des petits blobs comme ça ici. On parle de phénomène pré-apoptotique. Là, la cellule est vraiment pas en bonne santé. Puis ici, vous avez la phototoxicité. En fait, vous aviez ici, en fait, c'était comme un tapis cellulaire. Et on voit que les endroits qui ont été imagés, ben, en gros, on a juste décollé les cellules et puis les cellules vont vraiment pas bien. Donc ça, c'est vraiment euh, représentatif de phototoxicité au niveau de vos cellules. N'oubliez pas, sauvegarder vos cellules toujours dans le format propriétaire, mais vous devez aussi nommer vos images générées. Donc ça, ben, essayez d'être le plus compatible possible avec le plus de formats possible. Parce que ce qu'on veut, c'est pouvoir réouvrir les images avec à peu près n'importe quel système. Donc, on évite les accents, les CCD en français, là, c'est vraiment problématique. Mais essayez de jamais mettre d'accent. Évitez les caractères spéciaux qui peuvent vraiment poser problème sous certains systèmes, sous certains systèmes d'exploitation. Généralement, pas de points. Moi, j'ai tendance à trop en abuser, mais effectivement, ça peut vraiment poser problème. Et généralement, on la garde pour l'extension du fichier. Dans ce cas-là, préférez les underscores. Euh, inscrivez toujours les variables de l'expérience séparées effectivement d'un underscore et toujours dans le même ordre. Ça va vous permettre vraiment d'aller récupérer de classifier vos expériences et de récupérer vos données de façon très euh, euh, pair, comme on dit, de façon reproductive. Généralement, les dates, entrez toujours les dates par ordre année, mois, jour. Tout simplement parce que vos expériences vont par elles-mêmes se mettre par ordre chronologique et généralement, c'est assez bénéfique. Ensuite, vous pouvez nommer le numéro de l'expérience, est-ce que c'est un contrôle, un traité ou autre. Et de ce contrôle, si vous avez fait plusieurs images, bah, c'est l'image numéro 1, 2, 3. N'oubliez pas quand vous mettez des chiffres d'incrémenter des zéros en avant. Parce que si vous mettez 1, 2, 3 directement et qu'après vous en avez 10, ben le 10, 11 va passer en avant de votre 1, 2, 3. Donc c'est assez pénible. Quelques références, je vous laisserai aller les regarder par vous-même. Répertoire des logiciels, donc ça c'est vraiment le wiki de la plateforme de la faculté de médecine. Aussi une référence ici qui est assez intéressante sur les logiciels d'analyse d'images en biologie. C'est un article assez intéressant à lire. Je ne sais pas si tu peux en dire quelques mots, Nicolas, mais vraiment, n'hésitez pas à aller consulter ces ressources-là. Elles sont données pour vous faciliter la vie. Il y a énormément de logiciels d'analyse qui peuvent exister, des gratuits comme des payants. Chacun va avoir ses avantages, ses inconvénients. Euh, j'ai envie de dire, la plupart du temps, vous allez commencer avec un logiciel, puis là, vous allez devenir meilleur et meilleur. Le plus vous allez l'utiliser, le mieux vous allez le maîtriser. Ça devient très compliqué quand vous devez switcher vers un autre logiciel parce que parfois, ils ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon. C'est ça, un logiciel gratuit. Fiji est probablement l'un des plus utilisés. Imaris, pour moi, je l'utilise énormément pour tout ce qui est 3D. Mais c'est ça, il y a vraiment énormément de systèmes qui vous permettent de faire des analyses différentes.
Quelques logiciels qui vous permettent, on va dire, comme, on va dire plus au niveau fonctionnalité des fichiers. Alors ça, moi, il faut absolument que je le découvre, le Bulk Rename Utility. Ça vous permet apparemment de renommer vos fichiers intelligemment sur Windows. Ça m'intéresse beaucoup parce que je ne le connaissais pas. Et je dois effectivement faire ça dans le cadre de mon travail. VLC, bien sûr, est un des meilleurs moyens pour ouvrir n'importe quel type de vidéo. R est un logiciel qui est très, très utilisé en sciences pour faire tout type d'analyse de données, analyse statistique et autres. RStudio, je ne connais pas. Atom, je ne connais pas. GitHub, en fait, c'est un répertoire de code source pour la programmation qui est très utilisé avec Fiji. Il y a énormément de ressources GitHub. Teams, bien sûr, qui est l'outil officiel UDM, mais euh, aussi chez nous au CHU. Voilà. Ça a été un petit peu long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on se fera plaisir. Je redonne la parole à Nicolas. Hop. Merci à tous.